Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal. C'est votre prof pour votre cours, votre dernier cours pour le cours éthique et professionnalisme. Comment ça va, étudiant, étudiante? Oui, dernier cours, c'est là que ça se termine. Dernier podcast aussi. J'espère que vous avez aimé la formule. J'espère que ça vous a aidé à apprendre. C'était le but, en tout cas. J'espère que ça vous a aidé dans votre étude, de comprendre les principaux thèmes, les concepts du cours. J'espère que ça va vous aider à avoir une meilleure note. Je fais tout ça pour ça, hein, vous le savez. Donc, j'espère aussi que vous avez ressenti ce sentiment de proximité et de collégialité avec votre prof. Ça aussi, c'est pour ça que je fais ça. L'été, c'est dur, là. Donc, je vous sens très loin. On se voit même pas en classe. Donc, j'ai essayé d'imaginer une façon de vous rejoindre, de vous parler plus directement. Puis évidemment, c'est un contenu de cours, là. C'est de la philo. C'est de l'éthique, là. On n'a pas parlé beaucoup d'humour, de hockey ou de votre sujet préféré, là. Mais j'espère que ce podcast là, vous a aidé à, c'est ça, contribuer à vous faire aimer un peu plus l'expérience de cours. J'espère que ça ressemble un peu plus à ce que devrait ressembler un cours universitaire, puis à ce que devrait ressembler une relation entre un prof et un étudiant, là. Donc quelque chose de pédagogiquement, intellectuellement, humainement, quelque chose d'unique. Hein. C'est pas, je l'ai fait avec grande humilité, là, mais je pense que si on donne un cours universitaire sérieusement, là, on devrait au moins essayer d'atteindre ces grands idéaux. Écoutez, quelques rappels avant d'entamer le contenu du cours. D'abord, commençons par une plug. La plug vient de Sophie Mathieu, donc une étudiante qui fait partie de votre cours. Elle vous invite à faire partie de la CREIC. Connaissez-vous la CREIC? La CREIC, c'est une association, une confédération peut-être là, qui travaille pour le rayonnement des étudiants en ingénierie au Québec. Il travaille sur plusieurs dossiers. Le dossier 30-30, là, 30% de femmes en génie en 2030, là, ça fait partie des projets très ambitieux. Puis la CREIC participe à ça. La FSG aussi, Faculté de sciences et génie, participe à ça aussi. Donc, réfléchissez à toutes sortes d'enjeux. Je sais qu'ils se sont impliqués aussi dans la refonte, vous savez, la cérémonie d'engagement de l'ingénieur. Cette belle cérémonie, ben, il y a une refonte là, qui est pensée. Puis la CREIC, évidemment, s'implique là-dedans. Ça vous tente pendant votre parcours universitaire de vous joindre à ce genre de communauté, communiquer directement avec elle. Et elle s'appelle Sophie Mathieu. Donc, j'imagine que vous n'aurez pas de trouble à la retrouver via l'ENA du cours. Autre dossier, ben merci pour vos TP2. C'est reçu. Il reste juste à les corriger. Pauvre Nicolas. Ouais, c'est Nicolas qui va corriger ça. Je lui ai donné jusqu'au 21 juillet pour la correction, mais évidemment, c'est pas un échéancier ferme, là. C'est-à-dire que ça fait partie des échéanciers qu'on s'est donnés. Ça se peut que ça dépasse. Il peut y avoir des retards, mais idéalement, puis c'est ce que Nicolas me promis, là, que les TP2 seraient remis d'ici le 21 juillet. Donc, s'il y a un retard, je vous ferai signe, là, mais d'ici le 21 juillet, on ne panique pas. Ça fait partie des délais raisonnables pour corriger vos TP2. OK, autre dossier, et celui-là, ça urge. Red Alert! Ben, c'est quoi l'alerte? Ben, pour celles et ceux là, qui l'ont pas encore fait, ben, c'est le temps d'évaluer votre équipe. Les membres de votre équipe. Vous avez travaillé fort dans ce TP2-là. Il y en a qui ont travaillé moins fort, vous le savez. C'est le moment de les évaluer. Donc, c'est 5 points. Puis, vous devez absolument le faire. Donc, ça, si vous ne faites pas votre évaluation intra-équipe, c'est 5 points. Puis, vous allez perdre de 10% de ces 5 points-là par jour de retard. Ça va vite. Donc, faites-le tout de suite. Vous êtes attentif, vous êtes engagé, vous êtes travaillant. Allez faire votre évaluation pour bien protéger là,
votre évaluation intra-équipe. Puis, pour les autres là, qui retardent, puis qui ont retardé, puis qui font jamais ce qu'on leur demande de faire pendant la session, ça se peut que ça soit compliqué. Puis, non seulement vous allez leur donner une note sévère dans votre évaluation intra-équipe sur 5 points, disons 1 sur 5, eh bien, à partir de la date d'échéance, donc ce sera dans une semaine, ces derniers vont perdre 10% par jour de cette note, ce qui fait qu'à la fin, ils risquent de se retrouver avec un beau 0 sur 5. Mais vous, ben, vous m'avez entendu, vous l'avez sûrement déjà fait, votre évaluation intra-équipe. Sinon, ben, appuyez sur pause maintenant, puis allez faire votre évaluation intra-équipe, puis on continue après. Bon, c'est fait. Bon, une chose de régler. Je sais que dans autre chose, autre dossier, peut-être l'évaluation du cours, hein, évaluation des collègues, c'est quelque chose. Mais je pense qu'il n'y a pas d'évaluation formelle pendant la session d'été du cours, mais j'aime bien avoir des rétroactions de votre part. Donc, n'hésitez pas à me transmettre vos... j'ai ouvert aussi un forum à ce sujet-là. Écrivez-moi au besoin pour me donner des rétroactions sur le cours. C'est toujours passionnant de vous lire, de recevoir vos commentaires. Je l'ai fait, les modifications que vous me demandez. Peut-être pas pour vous, parce que vous, ben, vous terminez votre cours, mais les autres étudiants, ils risquent d'en bénéficier. Donc, s'il y a des irritants, s'il y a des changements à faire et des changements que je peux faire, je les ferai. C'est juste de mes écrire s'il y a des choses qui fonctionnent. Je vous invite aussi à m'écrire pour me dire qu'elles fonctionnent. Comme ça, ben, je saurai un peu plus ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans mon cours de façon à améliorer sans cesse, vous me connaissez, la qualité de ce cours. Attention aussi, autre alerte rouge. On parle de quoi ici? On parle de l'examen final. L'examen final vaut 25 points. Il aura lieu le 11 juillet. C'est de 18h30 à 21h. C'est pour vous le moment d'intensifier vos séances d'études, de terminer vos évaluations formatives, de consulter, reconsulter le contenu des derniers modules de cours, puis de réécouter quelques podcasts au besoin, puis afin de replonger dans quelques enregistrements de cours aussi au besoin, parce que c'est le temps de réviser, parce que votre examen s'en vient. D'ailleurs, sur cet examen, j'ai prévu une rencontre de révision. Ce sera ce vendredi 7 juillet. Ce sera de midi à 13h pendant votre heure de lunch. Puis, je vais vous donner quelques instructions là, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, cet examen. Somme toute, c'est pas si compliqué que ça, là. C'est un examen en classe, donc vous arrivez, ça prend à peu près 1h30, ça va durer 2 heures maximum. Puis, même s'il fait chaud dehors, apportez-vous un chandail parce qu'il va y avoir de la climatisation là-bas. Anyway, je vous expliquerai ça vendredi si vous venez. Sinon, je vais aussi vous écrire un beau courriel dans lequel non seulement je vais vous inviter à ce rendez-vous de vendredi, mais je vais aussi vous annoncer l'examen qui s'en vient, puis vous donner là aussi quelques instructions. Mais d'ici l'examen, le module 12, il est ouvert. Il est ouvert à partir d'aujourd'hui. En fait, demain, si vous nous écoutez, on est lundi le 3 juillet, ou sinon aujourd'hui, si vous l'écoutez le mardi 4 juillet. Donc, le module 12, il est ouvert, mais notre dernière rencontre, vraie rencontre, elle aura lieu à l'examen, puis juste avant cet examen, vendredi 7 juillet, juste avant votre dernier fin de semaine d'études, peut-être pour évaluer ce que vous avez fait ou pour évaluer ce qu'il vous reste à faire pendant le week-end. Venez nous rejoindre, ce sera vendredi 7 juillet, de midi à 13h. On lunch ensemble, les amis. OK, cette semaine, module 12, dernier module. Et dans ce module, je vous propose une critique, mais une critique là, au sens philosophique. Là, donc, essayer de voir le bon côté des choses, les failles, les problèmes, les forces. Et les failles, les problèmes, les forces de quoi? Ben, on parle du système professionnel. Vous le connaissez un peu mieux maintenant, le système. C'est le temps de prendre un pas de recul, puis d'explorer, essayer de voir
C'est quoi les arguments les plus convaincants pour défendre maintenant ce système professionnel, mais aussi pour critiquer les failles du système professionnel, parce que là aussi, en cours de route, vous en avez sûrement identifié quelques-unes. À la fin de ce cours, vous devriez être capable de répondre à la question, à quoi ça sert tout ça? Hein? Un système professionnel, un ordre professionnel, un code des professions, un code de déontologie. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Est-ce que ça vaut la peine? C'est quoi les forces? C'est quoi les failles? C'est ce qui vous attend dans ce dernier et ultime module. Nice job breaking it, hero. Vous le savez maintenant, le système professionnel a des forces indéniables, mais aussi certaines failles. Puis, ce module 12 a été pensé de cette façon-là, là, essayer de vous aider à synthétiser tout ça. C'est normal à la fin d'un parcours qu'on n'a pas tout retenu, mais ça sert à ça aussi, faire un pas récapitulatif, un geste plutôt récapitulatif. On va commencer par les failles, ensuite on va passer par les forces pour finir en beauté peut-être. Les failles donc, parce qu'il faut bien l'admettre, il y a des failles dans le système. J'espère que le cours vous a permis de les identifier avec peut-être un peu plus de rigueur. Hein. On devine certaines failles, on en nomme. Ça coûte trop cher? Non, c'est pas la principale faille de votre système professionnel, là. Évidemment, il y a des cotisations là, lorsqu'on fait partie d'un ordre professionnel, mais lorsqu'on voit à quoi ça sert et où va l'argent, puis quels sont les besoins, puis quelles sont les promesses, vous allez voir que ça ne coûte pas si cher pour ce que ça fait. Anyway, c'est pas la critique la plus recevable, là. Il y en a d'autres, beaucoup plus rigoureuses et importantes. Puis, la première partie de cette présentation servira à vous permettre de les identifier, ces failles et critiques. J'ai pour vous 5 failles, 5 critiques négatives, tiens, si vous voulez qu'on les formule de cette façon-là. Donc, 5 fois. Frankel, dans le texte à l'étude, vous irez voir, là, il y a un texte vers lequel je pointe dans le module 12, c'est le texte de Marc S. Frankel, je l'ai ici. Ça s'appelle Professional Codes, Why, How and With What Impact. On traduit ça comment? Le code professionnel, pourquoi, comment, à quoi ça sert, puis quelle sorte d'impact ou de répercussion, il y a sur la société. Ça a été publié dans The Journal of Business Ethics. Vous irez lire ça. C'est en anglais, puis on panique pas parce que j'ai traduit pour vous ce texte. Dis-moi, je vous présente les principales parties, non seulement dans l'enregistrement de cours, mais dans ce podcast. Donc, 5 failles. Les 5 failles que j'ai pour vous, ce sont les 5 failles identifiées par Frankel. Release your anger. La première faille, on va la nommer conservatisme. Et par conservatisme, je ne pointe pas vers un parti politique en question, je pointe vers l'idée, le conservatisme comme idée, ce que ça veut dire, c'est une forme de résistance à un changement. Donc la difficulté ici du système à changer, il est parfois lourd, figé. On va voir plus tard que ce besoin de conservation, il est aussi nécessaire, mais commençons par identifier les problèmes qui sont liés au fait que le système a une force d'inertie assez grande. Prenez l'exemple de la loi sur les ingénieurs. C'est un bel exemple parce que ça fait 30 ans là, qu'on essaie de la refondre, de la réformer, cette loi sur les ingénieurs, notamment parce que la profession, elle a changé. Puis écoutez, les modifications, il y en a plusieurs qui ont été refusées, même dans la dernière mouture. En fait, tout le volet, là, on a essayé d'intégrer la fonction informatique, je dirais, à la profession d'ingénieur. Puis tout ça a été tassé. Alors, on a réussi à faire changer la loi sur les ingénieurs, mais pas tout à fait. Puis il y a encore des changements à faire et tout ça, ça a repris 30 ans. C'est lent, hein? Donc, c'est une loi, une règle, un code. C'est long à changer. Encore une fois, il y a des raisons pour ça, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est un paquebot sur l'eau, là, tout ça. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, là, un gros bateau, c'est long à faire tourner,
puis ça prend des kilomètres à tourner, puis ça prend du temps. Puis si vous voulez lui faire demi-tour, bonne chance, puis ça va vous coûter cher en temps, en ressources. J'espère que vous aimez l'allégorie. Mais c'est un système qui est lent. Structurellement, c'est lourd. Je le disais, une grande force d'inertie, mais c'est stable. Ça aussi, on l'expliquera plus tard. Puis, voilà, c'est lourd, mais c'est stable. Puis si vous souhaitez changer, apporter des changements, des modifications, des améliorations au système, bonne chance. Armez-vous de patience. Il va toujours y avoir des changements, mais ça prend du temps. Mais disons que pour celles et ceux là, qui souhaitent bonifier et améliorer le système, là, il y a une bonne dose de patience qui doit être au rendez-vous. Donc, la première critique, conservatisme, c'est ce que ça veut dire. La difficulté à changer ce système. Hein, le fait que le système, il est lourd, difficile à changer, rigide, stable, trop stable peut-être. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par cette première critique. La deuxième, intellectualisme. C'est comme ça que je la nomme. C'est-à-dire que le système, il n'intéresse pas ses principaux destinataires. Et là, je parle de qui? Je parle de vous ou de toi, tiens. Est-ce que ça t'intéresse, le système professionnel? Est-ce que tu vois là, tout ce que j'essaie de faire, là, je dois même te faire un podcast par semaine pour que ça t'intéresse un peu. c'est vous dire comment ça vous intéresse pas nécessairement ou pas naturellement. En fait, c'est un système qui intéresse davantage les profs comme moi, les juristes, évidemment les membres du conseil exécutif de l'ordre, mais vous, les acteurs, futurs acteurs du système, les ingénieurs, les professionnels, chimistes, arpenteurs, géomètres, nommez-les, là, c'est rare que ça vous passionne. Puis le résultat de tout ça, c'est que les professionnels ne se sentent plus nécessairement interpellés par les enjeux et problèmes pratiques de ce système, et encore moins pour les enjeux intellectuels de ce système. C'est-à-dire que moi et mes amis juristes, nous autres, on lit, on comprend, puis on s'intéresse à tout ça. Puis certains s'impliquent même intensément là, pour transformer le système. Là, je pense notamment à mon ami et collègue Luc Bégin, ici à la faculté de philosophie. Mais pour vous, pour les principaux acteurs, ça ne vous intéresse pas. Puis c'est dommage. En fait, c'est plus que dommage, c'est un problème. Hein? Vous êtes les principaux destinataires et créateurs et acteurs de ce système, vous l'avez vu historiquement, mais ce système vous intéresse peu. Et pourtant, ces enjeux sont au cœur de votre profession, hein, les enjeux en matière de professionnalisme. Évidemment, il y a des raisons historiques, culturelles qui expliquent ce désengagement puis ce manque d'intérêt. On en a vu plusieurs éléments en classe. Mais le fait est que ce système, il intéresse les intellectuels, les gestionnaires des ordres, les fonctionnaires peut-être qui s'intéressent au système professionnel. Mais ça intéresse beaucoup plus ces personnes-là que vous, hein, les futurs professionnels et les professionnels qui sont pourtant les premiers ciblés, qui sont au cœur du système. Et ça pose problème et ça accentue ce sentiment que le système, il est pensé par d'autres, il est compris par d'autres et qu'il vous est imposé par ces autres, malgré vous. Donc, deuxième critique à l'endroit du système professionnel, je l'ai nommé intellectualisme. C'est ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne vous intéresse pas, à moins que vous soyez un passionné des enjeux intellectuels de la profession, mais que ça ne vous intéresse pas, mais vous êtes pourtant les premiers et principaux concernés. Troisième critique, corporatisme. C'est comme ça que je le nommerais. Le corporatisme, c'est quoi? Je dirais que c'est la pensée de groupe, mais à l'œuvre. Hein, on a parlé de la pensée de groupe en classe. La solidarité, c'est bien, je veux bien, mais il faut faire attention, avons-nous dit, aux effets pervers de tout ça. Les ordres professionnels sont un groupe
Et comme plusieurs groupes, on l'a vu, on a tendance à développer des problèmes, des symptômes, rappelez-vous, de la pensée groupale. Et quels symptômes voit-on aussi dans ce genre de système? Vous les connaissez maintenant, les symptômes. Ce qu'on voit, c'est tentation de l'isolement, accroissement des barrières à l'entrée, étanchéité progressive du groupe aux critiques externes, complaisance, on oublie de voir nos défauts, on se complaît dans nos qualités, quoi d'autre, stéréotypes à l'égard des parties externes, les journalistes, tous celles et ceux, même les intellectuels qui critiquent le système, il peut y avoir un préjugé défavorable, manque d'apport externe, censure, autocensure, vous les connaissez maintenant, renforcement du conformisme, c'est quoi le dernier? Uniformisation par les gardes de l'esprit ou les gardes de la vertu, peut-être. Hein, on s'isole progressivement. C'est un groupe, c'est un ordre professionnel, mais la tentation est parfois de s'isoler progressivement, de défendre parfois davantage les membres du groupe. Pourquoi? Parce qu'ils sont des membres du groupe. On finit par défendre les membres du groupe, même celles et ceux qui ont des comportements qui se font au détriment des idéaux du groupe ou de la protection du public. Et ça, c'est un écueil important, je dirais, pour tous les groupes, même les mieux intentionnés. On doit tenter d'éviter tout ça, défendre le groupe, soit, mais pas au détriment de la protection du public ou des idéaux défendus par le groupe. C'était notre troisième critique. Je l'ai nommé corporatisme. Quatrième critique, je l'ai nommé policiarisation ou judiciarisation. C'est aussi une dénomination qu'on voit dans la littérature. C'est le fait que votre ordre est devenu une police. Ah. Dépendamment de votre rapport avec la police, on voit qu'en France, en ce moment, c'est compliqué. Là, j'irai pas trop loin dans ce débat-là. Mais le contrôle de l'exercice de la profession, c'est une fonction importante d'un ordre professionnel. On l'a vu en classe. Mais malheureusement, des fois, par manque de moyens ou par manque de ressources, c'est vrai aussi au sein des ordres professionnels, les ordres, parfois, ont tendance à se réfugier, je dirais, derrière leurs fonctions peut-être les plus simples et efficaces, là. C'est simple de juste dire, nous, on n'a pas beaucoup d'argent, on va se contenter de surveiller les membres, puis de sanctionner les membres les plus problématiques. Or, ce que ça fait, c'est que parfois, on a tendance, ou les membres des ordres professionnels ont tendance de résumer ou de réduire leur ordre professionnel seulement à ça. Un ordre professionnel, c'est quoi? C'est quelqu'un là, qui me surveille pour être sûr que je protège le public, puis sinon, on sanctionne. Et le risque, vous le voyez bien encore une fois ici, c'est la perte, l'effritement de l'identité, le manque d'engagement des professionnels, parce que vous comprenez que si les membres ont l'impression que leur ordre est seulement là pour les surveiller, puis pour les sanctionner, c'est pas ce qui crée exactement la meilleure relation de confiance. Puis on peut les comprendre de développer une forme de sentiment d'opposition, voire de crainte à l'endroit de leur ordre professionnel. Puis, vous comprendrez que c'est un rapport qui est à des milles de l'identité professionnelle là, souhaitée par vos ordres professionnels. C'était notre quatrième critique, policiarisation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que votre ordre est réduit à son rôle de police et que vous vous sentez bien loin de votre ordre, notamment parce qu'elle a plutôt l'air d'une police parfois. Cinquième critique, je l'ai nommé asservissement et perte d'autonomie. Vous irez voir la présentation en classe si vous voulez voir la désignation de ces 5 critiques. On l'a vu en classe, justement. Vous irez voir l'enregistrement de cours. On l'a vu aussi dans le module sur l'histoire de la profession. Il y a eu quelques erreurs au cours de l'histoire du professionnalisme, quelques errances, on pourrait dire.
Depuis 50 ans, là, il y a eu quelques commissions, Johnson, la commission Malouf, la commission Castonguay-Nepveux, la commission Charbonneau. Rappelez-vous de la commission Charbonneau? Bon, ce genre de crise-là, ça se traduit souvent, on l'a vu au cours de l'histoire, par un resserrement des contraintes, un durcissement de l'encadrement normatif. Donc, le public a peur, craint, pose des questions, se retourne vers le législateur, puis lui demande d'accroître le nombre et la sévérité des normes, des lois. Donc, d'accroître cette forme de contrôle externe. Et tout ça, ben, ça détruit quoi? Le contrôle, ça se fait au détriment de l'autonomie des professionnels, donc de la liberté des professionnels et de leurs associations, corporations ou ordres professionnels. C'est ce qu'on a vu au cours de l'histoire. Donc, d'un groupe qui, vous vous en rappelez, là, au départ, c'est un groupe qui se choisissait lui-même ses propres règles, ses propres idéaux, ses propres valeurs. C'était des acteurs, actrices qui incarnaient la liberté d'esprit, de pensée, la liberté d'action. On assiste au cours de l'histoire à une prise de contrôle des ordres professionnels, d'un système qui devient de plus en plus juridique, politique, mais surtout juridique, et un système qui encadre, qui balise, qui ajoute des règles, avec des membres qui progressivement suivent de plus en plus docilement, ont-ils le choix, suivent docilement ces règles et qui peut-être s'éloignent parfois de ces règles, peut-être pour recouvrer ce sentiment de liberté. Donc, il y a peut-être ça aussi à penser ici. Ou non, on décide de continuer, de rester, de se soumettre à ces règles, puis de se soumettre un peu bêtement à un système normatif qui laisse, vous l'avez vu, peu de place à la nuance. Un système normatif en déontologie, c'est quoi le bien? Ben, le bien, c'est quoi? Ou la bonne décision, c'est celle qui est conforme aux normes, aux règles. Vous le voyez, là, dans un tel système, il y a une perte de liberté. C'est très certain. Hein? Et une liberté, rappelons à quoi elle sert, cette liberté-là. C'est une condition nécessaire d'exercice du jugement professionnel. Qui peut prétendre exercer son jugement professionnel s'il n'y a pas d'espace de liberté, s'il n'y a pas d'espace d'incertitude, justement pour déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal? Donc, le jugement professionnel a besoin de cette liberté. De placer le jugement professionnel au cœur d'une profession, il faut aussi s'assurer de cet espace de liberté des professionnels. Donc ça, c'est la 5e critique. Je la résume sous la désignation suivante: asservissement et perte d'autonomie. 5 failles conservatisme, donc je les nomme peut-être pour vous. Conservatisme, intellectualisme, on est à 2. Corporatisme, 4e, policiarisation, et dernière, je dirais, asservissement et perte d'autonomie. Puis il y en a d'autres. Ce sera les principales que je nommerai ici, mais on aurait pu parler d'effritement de l'identité professionnelle qui est remplacée par l'identité corporative. On aurait pu parler de l'effritement de la responsabilité professionnelle, hein, où la responsabilité elle est fragmentée. On est responsable de quoi? De presque rien, puis personne ne prend la responsabilité dans son entièreté d'un projet. On aurait pu parler de la perte de sens aussi, hein, des professionnels qui ont de la difficulté à expliquer d'où ils viennent, à quoi ça sert, puis à décider ensemble et collectivement où on va. 5 failles donc. 5 failles, pourquoi? Pourquoi y a-t-il des failles dans ce système? Ben parce que c'est un système humain, créé par des humains. Ces humains ont des failles. Puis le système est à son image, c'est-à-dire avec quelques failles et quelques problèmes. Impressive. OK, l'autre côté. Le côté clair de la force. Maintenant, quelles sont les principales forces? Quelles sont les principales raisons pour justifier
l'existence d'un système professionnel. À quoi ça sert tout ça? C'est quoi sa pertinence? Puis dans le texte de Frankel, Frankel énonce 8 raisons pour justifier l'existence du système professionnel. Puis ce sont ces 8 raisons que j'aimerais explorer avec vous. Êtes-vous capable, vous, maintenant, après 12 sessions de cours, 12 modules, est-ce que tu es capable de défendre le système professionnel? Nomme-moi 2 forces. Je te pose, dis-la à voix haute, appuie sur pause, puis dis 2 choses. C'est quoi les forces du système professionnel? P, as-tu réussi? Si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, il faudrait, après 12 cours en classe, être capable de justifier à quoi ça sert le système professionnel. Ça me semble la base. Et je peux t'aider, évidemment. Moi, j'en ai 8 arguments que je peux te donner pour défendre le système professionnel. Commençons par un premier argument. Un système professionnel, ça te sert à avoir un ancrage moral. Donc, pas juste à toi, mais plutôt un ancrage moral commun à vous, le professionnel. Vous devez vous donner des valeurs communes, des directions claires, donner un sens commun. Puis ça, c'est pas rien. On vit dans un monde, vous le voyez si vous fréquentez les réseaux sociaux, c'est un monde qui est divisé, c'est un monde de radicalisation des débats. C'est pas rien de parler de ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est vrai. Là. Il y a des crises en ce moment où peut-être que vos algorithmes sont tellement bien éduqués qu'ils vous gardent à l'abri de tout ça. C'est bien. Mais votre système, il vous propose, le système professionnel, de vous donner un ancrage moral commun. Il faut au moins s'entendre sur quelques principes, quelques valeurs, quelques guides d'action, un ordre professionnel. Ça vous donne cet ancrage et ce sera notre premier argument pour justifier l'existence du code ou du système professionnel. Ancrage moral. Deuxième force, le système donne du contrôle au public. Ah, ça oui, un ordre professionnel, un système professionnel, ça permet à la société dans laquelle vous allez bientôt exercer votre profession, ça lui permet d'avoir un peu de contrôle sur vous. Et par un peu de contrôle, c'est pas tant de contrôle que ça. Là. Et c'est-à-dire que ça leur permet d'avoir des attentes à votre endroit et de faire des critiques à votre endroit aussi, des plaintes. Hein, mettez-vous à leur place, là. On vous donne le mandat de construire un pont, on vous donne des millions de dollars pour concevoir un vaccin ou un système de paye informatique ou de construire un hôpital. Vous comprenez que leurs attentes sont immenses, légitimement immenses, puis que les risques sont immenses, puis que ce public, étant donné que tout ça, c'est immense, ça leur permet d'avoir au moins une petite promesse, un petit peu de contrôle, c'est-à-dire qu'en cas de problème, il y a quelqu'un qui est responsable, il y a quelqu'un qui est imputable, il y aura quelqu'un, vous serez capable de dire c'est de ma faute si ça tourne mal, puis c'est de ma faute si ça a mal tourné, c'est de ma faute si ça va bien, mais c'est de ma faute aussi si ça a mal tourné. Donc, deuxième force, le système professionnel, il permet de donner un peu de contrôle au public. Troisième force, le système professionnel, à quoi sert-il? Il vous sert à socialiser. Hein? Un ordre professionnel, c'est quoi? C'est un réseau social avant le temps. Là. Bien avant les réseaux sociaux, il y avait un ordre professionnel, puis la fonction, c'était la même, c'était vous mettre en lien, vous permettre de communiquer entre vous, de tisser des liens, de rester en lien avec les autres professionnels, de créer, de partager cette forme de savoir collectif commun, un savoir qui est à la fois pratique et expérientiel. Hein, un vieil ingénieur qui a plusieurs années d'expérience, c'est intéressant qu'il puisse partager à quelque part la somme de ses expériences avec peut-être des ingénieurs plus nouveaux dans l'exercice de la profession. Donc, un système professionnel sous forme de réseau social, il est là pour quoi? Vous permettre de discuter, de débattre de plusieurs choses, notamment de l'éthos
de votre profession, c'est-à-dire que on parle des habitudes. L'éthios, c'est quoi, là, rappelons-le? Les habitudes morales partagées, de discuter entre vous. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de comportement-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de problème-là? C'est quoi les comportements moraux qui sont attendus? C'est quoi les compétences qui sont exigées? C'est quoi les idéaux de notre profession? C'est quoi les valeurs qui doivent guider notre profession? Un conflit d'intérêts, c'est quoi un conflit d'intérêts? Puis à quel moment ça devient problématique? Puis comment on devrait gérer ce genre de problème-là? Donc, voilà les exemples. À quelque part, il faut en discuter. Pas juste autour de la machine à café, à votre boulot, à l'extérieur même de ce bureau, là où d'autres professionnels peuvent se regrouper, à l'abri peut-être du regard intéressé de votre employeur pour discuter de ce genre d'enjeu. C'était la troisième force et je la désignerais sous la forme de socialisation des pairs. Ça, c'est une force, c'est-à-dire que le système vous permet de tisser des liens avec vos pairs, votre communauté, puis il permet à votre communauté d'exister, hein, c'est-à-dire de naître, de changer surtout et de grandir. Tiens. Quatrième force, préservation des valeurs de la communauté de pairs. Hein. J'en parlais un peu plus tôt dans les failles. Je vous disais que ce système, il est lourd, il est conservateur, il est rigide. Mais c'est vrai, mais cette lourdeur, il y a une fonction stabilisatrice à tout ça. Là. C'est-à-dire que le fait que ça soit si lourd et si rigide, ça sert à quoi? Bien, ça sert à protéger justement certaines valeurs contre une intervention indue des autres formes d'autorité. Hein, le politique, la société, le pouvoir religieux, moral, le pouvoir de l'employeur, tout ce pouvoir-là, ces différentes autres formes d'autorité, ne peut pas mettre leur nez dans les valeurs de votre communauté puis essayer de changer tout ça. Alors, c'est peut-être la plus grande force des normes, des lois, des règles, des chartes. Hein, ça, une constitution. Ça aussi, c'est peut-être la forme la plus élevée là, de comment on fait pour changer une constitution, une charte. Une fois que c'est enchâssé dans ces lois, ces règles, ces normes, ça donne une stabilité qui est nécessaire. Hein, une forme d'indépendance par rapport à tous ceux qui aimeraient peut-être y mettre le nez pour le changer. Hein, la société change, puis elle aimerait peut-être que les normes s'adaptent, mais les lois, les règles, les normes, les chartes, elles restent. C'est-à-dire que plus on avance en histoire, on consigne des éléments importants dans un texte de loi, une norme, une règle, puis au fur et à mesure qu'on fait ça, la société perd un peu de son emprise sur ces normes, ces règles, ces chartes, dès que c'est consigné dans ces normes, ces chartes, ces règles, ces codes. Puis ça, c'est peut-être frustrant pour la société moderne. On regarde ce qui se passe avec la Constitution. Des fois, on aimerait ça changer. Les lois, les règles, les codes, on aimerait ça. Mais ça ne correspond pas à ce qu'on est en ce moment. Mais justement, c'est fait pour résister un peu à notre tentation de changer au fur et à mesure que la société change. Hein, il faut avoir, je pense, un peu confiance en la sagesse de nos prédécesseurs qui ont cru nécessaire d'enchasser des choses dans des textes de loi, des normes, des règles. Il y a une raison pourquoi on a décidé de faire tout ça. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais vous citer Star Trek. J'écoute Star Trek. J'étais un peu gêné de tout ça parce que évidemment, c'est un peu kitsch et quétaine, là, Star Trek. Là. Si vous ne l'avez jamais écouté, c'est sûr que vous trouvez ça kitsch et quétaine. Si vous l'avez déjà écouté, vous voyez que c'est pas du tout ça qui est intéressant. C'est une série qui est très idéaliste, je dirais. Ça nous renvoie la plus belle image de l'humanité, des fois, là, surtout en ce moment, quand ça va bien mal, là, des fois, il faut se replonger, se rappeler que l'humanité peut faire de grandes choses. Puis dans l'épisode 2, justement, saison, je pense à vous autres. Je pense toujours à vous autres. Puis cette semaine, en fait, c'est la semaine passée, l'épisode 2 de la saison 3, dans un envolé lyrique, non, juridique, il y a une avocate
qui parle de la fonction des lois, des règles, des normes. Puis tiens, je vous la cite parce que je trouve que c'est pertinent avec ce que je vous dis en ce moment. Elle dit, j'ai sa citation ici devant moi, je l'ai mis à l'écran, en fait je l'ai traduit pour vous. La loi n'est pas le miroir de la société. La loi est un idéal, un phare dans la nuit qui nous rappelle que nous sommes capables de réaliser ce qu'il y a de plus beau en nous. Voilà ce que j'aime dans cette citation. La loi, c'est pas seulement là pour être le miroir de la société, puis s'ajuster dès que la société change. Non, la loi, les règles, les normes sont là pour nous rappeler les idéaux à atteindre, nous rappeler que collectivement, historiquement, humainement, on a décidé de consigner à quelque part ce qu'on considérait comme étant le plus beau de ce que nous sommes. Et votre code des professions se veut ce phare dans la nuit. Hein? C'est-à-dire que les temps changent, la société change. Mais les valeurs, les idéaux de votre profession, elles tentent de résister à ce changement. Hein? L'exercice de votre travail a changé et vous le voyez, là, vous êtes beaucoup plus proche de vos employeurs, de votre travail. Vous avez un contrat de travail, puis vous devez allégeance à votre employeur, puis vous avez un rôle économique. Mais les principes d'indépendance, puis de service public, puis de protection du public, eux demeurent, hein, inscrits au cœur même de votre code professionnel. Oui, vous êtes des employés, mais vous n'êtes pas que des employés. Puis le système professionnel pointe sans cesse vers ces idéaux pour vous permettre de montrer idéalement ce qu'il y a de plus beau en vous et au cœur de votre profession. C'est ma 4e force. Préserver les valeurs et idéaux, je dirais, de la communauté de pairs, de votre communauté de pairs. 5e force, je dirais que le système professionnel, on est toujours dans cette démonstration-là. Rappelez-vous, je vous ai demandé de me nommer 2 forces du système professionnel. Vous avez de la misère. Puis je vous ai dit, je vais vous en donner 8. On est à 5. La 5e, c'est que ce système professionnel, il sert à quoi? Ben, il sert à révéler les manquements de votre profession. Révéler les manquements des professionnels, puis sanctionner plus facilement les manquements. Si on n'a pas de ce genre de règles et de normes claires, c'est difficile de sanctionner. Mais si on a des normes puis des règles claires, dès qu'un membre s'éloigne un peu trop des idéaux de votre profession, il y a une limite. Puis au-delà de cette limite, on dit « ça va faire », il y a une sanction. Hein, vous avez menti un peu, déjoué, caché, peut-être, ça n'a pas été dénoncé, ça va. Mais au-delà d'un certain seuil, t'as menti, t'as fraudé, t'as falsifié, boum, il y a une sanction, puis elle est là, elle est prévue. Si vous avez, je ne sais pas, si vous avez fait perdre un contrat à un client parce que vous étiez en conflit d'intérêts, puis vous avez décidé de vous en mettre un peu plus dans les poches, puis de privilégier votre intérêt personnel ou les intérêts de votre employeur au détriment de la protection du public, ben, boum, il y a une petite sanction, puis l'intérêt, on vous le rappelle. Attention, là, au-delà de ça, n'oubliez pas, le but, c'est de protéger le public, puis c'est l'intérêt public qui doit être privilégié, puis ton intérêt privé ou l'intérêt de ton employeur passe en second. Puis il devra parfois être sacrifié si la priorité, c'est de protéger le public. Donc, 5e force, ça sert à quoi? Ça sert à révéler et sanctionner les manquements des professionnels. 6e force, le système professionnel, il permet d'accroître la solidarité et le soutien des pairs. Du moins, c'est comme ça que je l'ai désigné dans mon PowerPoint que vous verrez lorsque vous écouterez l'enregistrement de cours. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le système, il sert à quoi? Ben, il sert à vous sortir de l'isolement, faire en sorte que vous ne serez plus seul, plus jamais seul. Hein, vous allez pouvoir utiliser la force du nombre. Hein, et le nombre, c'est qui? C'est votre communauté de pairs. Hein, ils sont là pour vous défendre, être solidaires de vous défendre contre quoi? Contre qui? Ben, peut-être contre
des institutions, des individus qui sont en position de pouvoir, peut-être un collègue, un client, peut-être le pouvoir politique, économique, mais certains peuvent être autour de vous puis tenter de vous faire plier, de vous mettre au service de leurs propres intérêts. Puis pour vous, vous souhaitez y résister. C'est dur de faire ça seul, mais vous n'êtes plus seul. Si vous êtes un ingénieur, il y en a plus de 64 000 en ce moment. Donc, vous n'êtes vraiment plus seul. Puis ça, il faut que ça se sache. Puis il faut que ça vous serve de contre-pouvoir. Hein? C'est important que vous puissiez, si vous souhaitez résister à une demande de votre patron, vous avez l'impression que ça vous éloigne de vos devoirs et obligations professionnelles, vous pouvez dire non. Puis vous n'êtes pas seul à dire non. Il y en a 64 000 idéalement qui sont derrière vous pour vous aider à poser ce geste difficile pour protéger le public. Pas pour négocier vos conditions de travail, ça c'est un syndicat qui fait ça. Non, votre ordre professionnel est là derrière vous pour vous aider à protéger le public. Tant que vous allez protéger le public, votre ordre professionnel devrait être derrière vous et la force du nombre devrait être là pour vous venir en aide. Pensez peut-être à Karen Duhamel, pour donner un sens plus concret à tout ça. Karen Duhamel, elle, s'est retournée vers son ordre professionnel. C'est peut-être ce qui avait de plus choquant dans l'histoire de Karen Duhamel. Karen Duhamel a des problèmes, se retourne vers son ordre professionnel pour obtenir la base, je dirais, du soutien et de l'aide. Et qu'a-t-elle reçu? Elle n'a rien reçu. Si votre ordre professionnel n'est pas capable de vous donner ce soutien et cette aide, il a tout manqué. Parce qu'elle était là pour protéger le public. Et si vous souhaitez protéger le public, vous n'êtes pas seul. Vous ne devriez jamais être seul. Vous devriez avoir le soutien de votre ordre professionnel. Absolument. Parce que ça fait partie des forces du système professionnel. C'est notre 6e force. Le système professionnel sert à quoi? Sert à accroître la solidarité entre pairs. 7e force, résolution des conflits entre pairs. À quoi ça sert un ordre professionnel? À résoudre entre vous les problèmes qui sont liés à l'exercice de la profession. Si vous ne vous entendez pas sur quel exemple, en classe, on a vu le conflit d'intérêts. Si vous avez l'impression qu'un de vos pairs est en conflit d'intérêts, avant d'appeler Infoman ou d'appeler Découverte ou d'appeler Enquête ou d'appeler les médias, appelez votre ordre professionnel. Puis, votre ordre professionnel, c'est un point de départ pour tenter de résoudre ce genre de conflit. Hein? Il peut y avoir différentes façons d'interpréter la réalité et le point de départ, c'est ça. Donc, s'il y a des conflits, je ne sais pas, vous allez être plongé dans des normes, des règles, dans l'évaluation de risques. Ça va être difficile tout ça. C'est délicat. Vous allez parfois essayer d'interpréter le sens de certaines valeurs pour juger d'une situation. Puis, ça se peut que vous vous entendiez pas avec un de vos collègues sur la décision à prendre. Puis, il peut y avoir des conflits. Puis, lorsqu'il y a des conflits, on peut se retourner vers un ordre professionnel pour nous aider à trancher, pour dialoguer. Parce que cette façon de résoudre les problèmes, et là, je parle du dialogue, c'est la façon la plus pacifique de résoudre ce genre de conflit. Et ça fait partie de la fonction d'un ordre professionnel, permettre de résoudre des conflits ou des tensions, disons, entre pairs. C'était notre 7e force du système professionnel. La dernière force du système professionnel, c'est quoi? C'est qu'un système professionnel, ça sert à quoi? Ça sert à accroître la confiance du public et maintenir cette confiance du public, c'est-à-dire maintenir au passage la confiance du public envers la profession, donc éventuellement la réputation de la profession. C'est-à-dire que si j'ai nommé plusieurs forces, mais c'est cette force-là, si elle se cumule, si elle se complète, à ce moment-là, on a un système professionnel qui rassure le public,
qui le rassure, c'est-à-dire que le système est en place pour s'assurer que les membres aient généralement un comportement qui est en accord, en concordance avec les règles puis les valeurs qui sont promues par le système à travers son code de déontologie professionnelle. Puis cette confiance, elle doit être maintenue, idéalement, elle doit s'accroître. Imaginez un monde dans lequel le public perd confiance envers ses professionnels. Ça, il faut y penser. Imaginez pendant la pandémie s'il avait fallu que le public perde confiance envers la science et ses professionnels en sciences et génie. Certains ont tenté de manipuler, sinon d'affaiblir la confiance envers la science, mais cette science, elle a résisté. Le public doit avoir confiance envers celles et ceux qui non seulement défendent le public, mais défendre la science. Et si le système il est efficace, si il va réussir à accroître l'intégrité, je dirais, des membres et ce faisant, ou maintenir, je dirais, l'intégrité des membres et ce faisant accroître, sinon maintenir la confiance du public. C'était notre 8e et dernière force du système professionnel. Donc, 8 bonnes raisons pour défendre ce système professionnel. Si on pose cette question à Frankel, il nous dit « J'ai 8 raisons ». Si je vous pose cette question, c'est quoi les 8 raisons pour défendre ce système professionnel? Appuyez sur pause, nommez-m'en 2. Sarcasm self-test complete. Bon, l'avez-vous fait? Peut-être pas, sinon je perds mon temps avec ce genre d'exercice-là. Mais ce qui est important peut-être en conclusion, c'est il y a 8 forces, mais on peut se poser la question combien de ces fonctions forces sont réellement promues et défendues par vos ordres professionnels. Si je demande à votre ordre professionnel, parmi ces forces, lesquelles sont vraiment actives en ce moment, 1, 2, 3, 6, 8. Puis si je vous demande, je pourrais retourner la question vers vous, c'est-à-dire que si vous avez l'impression parmi ces forces que ce n'est pas toujours le cas, on pourrait aussi vous poser la question, qu'est-ce que vous allez faire pour enrichir ce système, pour vous assurer que les forces, le rôle qu'on lui a confié, soit effectivement le rôle qu'elle défend. Et si vous le faites, votre ordre professionnel s'en portera évidemment un peu mieux. À vous de voir. Dernier mot pour conclure ce cours, parce qu'il faut conclure ce cours. Donc, fermez vos autres distractions. Là où vous m'avez écouté peut-être distraitement, mais c'est le moment de me garder mon petit moment parce que je vais vous parler seul à seul. On s'est parlé seul à seul, moi et toi, à travers ces petits écouteurs. Tu le sais maintenant, tu m'as entendu, tu m'as entendu raconter cette histoire, ce cours même, puis tu l'as vu, ce cours, il est important pour moi. En fait, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis dit, je vais essayer d'enseigner, je vais essayer de faire de la recherche, mais sur des thèmes qui sont importants, pas seulement pour moi, mais qui sont importants, qui sont signifiants, importants, essentiels, je dirais, pour notre société. J'enseigne sur la conduite responsable en recherche. J'ai des travaux sur la conduite responsable en recherche, l'intégrité des chercheurs. Et tu l'as vu aussi, j'enseigne sur le professionnalisme dans l'exercice de la profession en sciences et génie, l'intégrité et l'honnêteté de ses acteurs. Ce sont des thèmes importants qui importent à la société. C'est la qualité puis l'intégrité des acteurs de la science et du génie là, qui est au cœur de tout ça. Je le disais un peu plus tôt, mais imaginez la société dans laquelle on est en ce moment. Là, imaginez si on perdait confiance envers ces acteurs de la science et du génie. Imaginez si on perdait confiance envers pas juste nos chercheurs, mais nos chimistes, nos informaticiens, programmeurs, nos microbiologistes, nos ingénieurs, évidemment, quoi d'autre, nos arpenteurs géomètres, quoi d'autre dans le cours, nos agronomes. Imaginez si on perdait confiance envers nos agronomes,
nos virologues, nos épidémiologistes. J'en oublie, là, mais vous le voyez, ce lien de confiance, il est essentiel. S'il se brisait, que resterait-il? Pour moi, vous êtes le dernier rempart. C'est pour ça que je suis fier de m'adresser à vous. Vous êtes le dernier rempart, hein, celui qu'on doit défendre, parce que s'il rompt, il ne restera plus grand-chose après. Vous êtes ce dernier rempart. Et contre quoi? Ben, contre le contraire des idéaux de votre profession, contre le mensonge, contre l'ignorance, contre la bêtise. Vous êtes les gardiens de la science, hein, les serviteurs et protecteurs des idéaux de votre profession. Je parle de la science, de la vérité, de la connaissance, du bien commun, de la sécurité, de la santé publique, de la paix sociale. Ça fait partie de votre rôle. Puis il faut reconnaître l'importance, je dirais, des thèmes qui sont abordés dans ce cours. Je le fais encore une fois avec beaucoup d'humilité, mais les thèmes, on peut admettre là, que les thèmes, les préoccupations sont cruciales. Je sais que le cours ne fait pas toujours un portrait très glorieux de votre profession. Des fois, je présente des extraits de la commission Charbonneau, on en rit, mais c'est pas toujours drôle. Puis des fois, même, je me demande si c'est une bonne idée de rire de tout ça parce que ça renvoie une image de la profession qui est navrante. Il y a des failles, il y a des errances, il y a des manquements, puis ça renvoie un portrait très sombre. Puis, je le sais que lorsqu'on voit des professionnels comme ça sombrer, il y a évidemment quelque chose de choquant. Hein, que ce soit des ingénieurs qui collisionnent ou un viaduc qui s'effondre ou d'autres ingénieurs ou des professionnels qui volent le trésor public ou des chercheurs qui mentent, des professionnels qui abandonnent clairement leur rôle puis qui décident de servir leurs propres intérêts personnels au détriment du public, qui fraudent, qui compromettent parfois même la sécurité publique. C'est choquant, mais en même temps, c'est un portrait humain puis qui révèle l'autre côté de la médaille. Hein, il n'y a pas de médaille assez mince pour ne pas avoir deux côtés, disait mon grand-père. C'est vrai ici, hein, c'est-à-dire il y a un côté lumineux de tout ça, c'est-à-dire que derrière cette face sombre, il faut voir la noblesse puis la hauteur aussi des idéaux puis des ambitions annoncées. Hein, vous êtes là pour ça. Vous avez choisi une profession en sciences et génie pour ça. Les idéaux sont ambitieux. On parle de quoi quand on parle de votre profession? On parle de construire. Mais construire quoi? Mais construire littéralement un monde meilleur. On parle de maîtriser la nature, maîtriser la matière, maîtriser l'énergie. Pour d'autres, c'est carrément explorer l'espace, donc l'infiniment grand. Pour d'autres, c'est l'infiniment petit. Pour d'autres, c'est, je ne sais pas, je le formulerais, célébrer la beauté des nombres, comme disait Einstein. Pour les autres, c'est de définir l'homme, de redéfinir l'homme, le vivant, défendre la rigueur, la raison. Voilà les idéaux qui sont au cœur de votre profession. Puis évidemment, quand on a des idéaux aussi élevés, ben lorsqu'on tombe, on tombe de haut. Hein? Mais je vous invite à avoir néanmoins le courage au moins de tenter d'atteindre ces idéaux. Hein? C'est à ça que ça sert, les idéaux de naissance. Essayer d'atteindre ces idéaux en ayant pleinement conscience que ces idéaux restent inatteignables. Vous en avez le pouvoir, mes chers amis. Je sais que certains vont se tromper. D'autres peuvent se perdre en chemin, mais tous, vous avez ce pouvoir. Peut-être pas un super pouvoir comme les super-héros, là, mais un pouvoir ordinaire, un pouvoir humain. Hein? Et celui-là aussi, un pouvoir qui engendre là aussi de grandes responsabilités. Chers étudiants, chères étudiantes, c'est tout. Soyez ces héros et héroïnes ordinaires. Ayez exercé ce pouvoir, votre pouvoir, exercez-le au quotidien, dans l'ombre,
mais votre travail est important. Hein? Je le disais en classe, qui va reconstruire le monde après cette pandémie? Qui? Qui peut le faire mieux que vous, chers étudiants, chères étudiantes? C'est du moins la responsabilité qui vous incombe de vous servir de ce pouvoir, de votre pouvoir pour défendre les valeurs, les idéaux du système professionnel, évidemment, mais surtout pour défendre vos propres valeurs. Voilà. C'est tout. Allez, bonne étude. On se voit en classe vendredi pour notre Zoom. Sinon, on se revoit à l'examen. Allez, bye-bye. OK, l'indice cette semaine, il est simple. Vous m'écrivez, vous me dites au revoir. Allez, bye-bye.